L'accompagnement social, est-ce une libération? Probablement, mais tout accompagnement est une libération. Lorsque l'on vit tout seul et qu'on est accompagné par un compagnon, c'est aussi une libération. Donc je pense qu'on passe notre vie à rechercher et à être accompagné depuis tout petit jusqu'à le dernier instant. Donc oui, c'est une libération. Maintenant, cette libération ou cette liberté, elle peut être entravée. Et ce qui pose problème pour nous du côté sanitaire, c'est la question du soin, de l'accompagnement aux soins et de la liberté et de l'acceptation de ces soins. Et donc de la compétence des personnes à formuler leur choix, et pas le nôtre. Bon, voilà, monsieur, il faut changer votre hanche, il faut mettre un truc en titane, ou voilà. Bon. Là, on peut discuter. Le problème en médecine, c'est qu'on ne peut pas contraindre les gens à se soigner. Que ce soit contre la tuberculose, que ce soit contre l'alcoolisme, que ce soit contre le tabac, que ce soit contre le sida. Voilà, donc c'est un travail de recherche de consentement. On ne peut pas contraindre les gens, sauf en psychiatrie. Et parce que c'est une pathologie de la liberté, c'est-à-dire qu'on perd ses compétences à formuler un choix dans certaines circonstances. Et donc là, je voulais évoquer avec vous pendant quelques minutes cette notion de consentement, de choix, de libre choix, de qu'est-ce qu'un consentement éclairé pour un SDF, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il a tout compris? Il est évident que quelqu'un qui arrive d'un pays de l'Est, qui ne comprend pas un traître mot de français, qu'on lui dit qu'on va l'amener à l'hôpital parce qu'il a sa jambe qui a une phlébite ou qu'il est en plein délire, ça n'est pas du tout évident qu'il donne un consentement éclairé à la proposition qu'on va lui faire. Et parfois même, certains donnent des consentements un peu bizarres. J'avais noté là quelques phrases. Bon, écoutez, docteur, je veux bien venir avec vous, parce que là, ça va me protéger, parce que le tremblement de terre qui va se produire à 17h15 aujourd'hui va passer par mon carton. Et donc, je prends des risques, donc protégez-moi. Et donc on voit bien que c'est un consentement, mais un consentement qui n'est pas un consentement libre, c'est un consentement délirant, on va dire ça comme ça. Il y avait un autre qui m'avait dit bon, je viens avec vous, avec un œil un peu plissé, pour voir jusqu'où ils vous ont manipulé. Alors effectivement, c'est bon, pour nous c'est du pain béni, si j'ose dire, parce qu'ils arrivent à nous suivre, mais voilà, ça n'est pas un réel consentement, et il faut faire très très attention avec cet aspect-là. Et puis l'autre face du consentement un peu bizarre, c'est le refus, tout aussi bizarre, ou tout aussi obscur, ou tout aussi peu évident. Je pense aux personnes, par exemple, qui se sont diogénisées, qu'elles soient en domicile ou à la rue, qui refusent tout. Et enfin voilà, si j'avais eu un diaporama, je vous aurais montré cette photo où, quand on rentre chez elle, il y a des bombes de désodorisant, il y a marqué stop. Voilà, stop, stop, stop. Il y avait 4-5 boîtes comme ça qui étaient marquées. Et ça s'appelle la demande implicite. Et voilà, tout notre travail, que ce soit aux acteurs de première ligne que vous êtes pour la plupart, ou aux sanitaires, ou aux acteurs sociaux, c'est de décoder la demande implicite. Et c'est pas parce que... excusez-moi. C'est pas parce qu'on refuse un jour qu'on refuse toujours. C'est vrai en amour aussi, d'ailleurs. Mais enfin bon. Donc, je pense que
il y a à travailler là la permanence du lien, la permanence du contact, la permanence de cette relation que l'on essaye de créer avec les personnes. Alors, les gens peuvent refuser, et tout le travail, c'est de savoir si ce refus est acceptable. Écoutez, voilà, moi j'ai une phlébite, bon, et alors, voilà, je préfère garder ma phlébite et puis prendre le risque de faire une embolie pulmonaire plutôt que d'aller à l'hôpital, voire même dans un centre d'hébergement, me retrouver avec des bestioles. Voilà. Il y a des raisons acceptables de refuser, si j'ose dire. Et on le voit bien, les refus d'hébergement, parce que y a de la violence, il y a des vols, il y a de l'agression, il y a même nous d'ailleurs, cette question du harcèlement, c'est toujours l'exemple que je donne, peut-être un peu moins maintenant depuis qu'on a fait une coordination des maraudes, mais avant, voilà, on était content de se mettre sur son carton à 11h le soir, voilà, 11h15, vous avez l'armée du salut qui passe avec le trombone pour vous chanter une berceuse. Bon, c'est bien, on s'endort. À minuit, il y a Emmaüs qui passe pour changer les cartons parce qu'ils sont un peu humides, on est content. Voilà. À 1h, c'est le SAMU social qui nous apporte une couverture de survie. À 2h du matin, c'est le Secours catholique pour un chocolat chaud. Et celui qui passe à 4h du matin avec une soupe, il se la prend sur la tronche. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Ils sont vachement agressifs, ces gens-là. On est dans une certaine forme de harcèlement d'assistance, de harcèlement humanitaire. Et il faut faire très très attention à ce que l'on fait. Je pense qu'en France, on a tous les moyens qu'il faut. Voilà, si globalement on est à 1 pour 1, un assisté pour un assistant. Voilà, donc il faut faire aussi attention de ne pas trop sortir trop vite les gens de la rue, parce qu'on risquerait d'avoir 150 000 à 300 000 personnes au chômage rapidement. Donc pas trop vite. Mais en dehors de ces questions-là, économiques, voilà, on a tous les moyens qu'il faut. Il faut arrêter de dire on n'a pas de moyens. Sauf qu'on ne se parle pas, on ne se coordonne pas. Et puis surtout, c'est la course à l'échalote de l'enveloppe, de subventions, de finances, de ceci, de cela. Hein, des rapports d'activité qui pèsent plus lourd que les personnes dont on s'occupe. Enfin, c'est intenable quand on est en train de déforester l'Amazonie, nous aussi, quoi, hein. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ces choses-là, il faut arrêter d'écrire, il faut commencer à se parler quand même entre nous. C'est toute la question de la coordination entre nous. À tel point que, si ça aurait été une autre photo que je vous aurais montrée, c'était un monsieur qui avait écrit sur son carton, ici, pas de demande. Voilà, c'est-à-dire qu'au même titre que nous, on met chien méchant, etc., ici, pas de demande, ça suffit. Voilà, on peut provoquer une certaine saturation. Voilà, je donne aussi l'exemple souvent en médecine, on a une maladie qui s'appelle l'anorexie mentale. Bon, le seul traitement pour l'instant qu'on ait trouvé pour sortir les gens de la mort par amaigrissement, c'est d'augmenter tout doucement la quantité des repas. Donc ça commence par un quart de grain de riz, puis un demi-grain de riz, puis 3/4, bon, jusqu'à 1 kilo de riz. Vous imaginez bien que le premier jour, donc, on commence comme ça, des faibles quantités pour faire reprendre du poids. Et bien, si le premier jour où on rencontre quelqu'un qui a une anorexie mentale gravissime, on lui propose choucroute, cassoulet, couscous en même temps, il est évident qu'il va y avoir les dents du fond qui vont baigner et que voilà, il va y avoir soit la fuite, soit le suicide, soit le vomissement. Est-ce qu'on n'est pas parfois en train de provoquer ça pour certaines personnes en voulant leur faire accepter des choses qu'elles ne sont pas prêtes à avaler, si j'ose dire, ou à digérer? Et je rejoins Moussa dans cet aspect de comment faire en sorte que les gens puissent exprimer leur choix et pas le nôtre, hein, c'est-à-dire le diktat de l'autonomie, le diktat du logement individuel. Monsieur, il faut être autonome. Voilà. Quel est votre projet? Voilà, quel est votre projet? C'est pouvoir pisser tranquillement sans qu'on me regarde. Voilà, alors on peut l'aider à avoir ce projet, hein.
Donc il y a des refus qui peuvent être éclairés, qui peuvent être acceptés, et c'est pas parce qu'on est refusant qu'on est forcément malade mental. Bon. Et quand bien même, c'est pas parce qu'on attend la navette spatiale pour la planète X-23 qu'on n'a pas le droit de refuser. Et c'est pas parce qu'on est malade mental qu'on ne peut pas refuser. Il y a donc une parcellisation du consentement ou du refus. Et donc on peut travailler un petit refus ou un petit consentement. Donc un délirant, tout délirant qu'il soit, peut refuser certaines choses, notamment les mêmes choses pour lesquelles quelqu'un qui ne serait pas délirant pourrait refuser aussi, et ça serait tout autant accepté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de rentrer dans un endroit et de repartir avec des bestioles. Voilà. D'accord, vous me dites, docteur, je suis délirant. Ben d'accord, mais je préfère rester délirant sans mes poux plutôt que d'être un tout petit peu moins délirant et avoir des poux. Bon, voilà, donc il y a un choix à faire. Alors comment faire? Il y a deux extrêmes, bien sûr. Hein. C'est soit on attend, voilà, on est dans une position attentiste, et là je vous renvoie au très beau film qui s'appelle Orange Mécanique, hein, où vous voyez ce clochard qui se fait tabasser par la bande de zigotos. C'est un film d'une cruelle actualité, hein, où on voit tous les phénomènes d'exclusion qui peuvent apparaître. Bon, donc attendre, c'est faire prendre un risque. Donc si on attend, il faut savoir qu'est-ce qu'on attend et jusqu'où on attend et quelles limites on va se donner pour une intervention éventuelle. Donc attendre, oui, mais avec un cadre, un protocole et surtout des limites qui peuvent être mises en place. Je vous rappelle quand même que la durée moyenne de séjour sur Terre pour les gens à la rue, nous on appelle la durée moyenne de séjour, c'est le temps qu'on passe à l'hôpital. La durée moyenne de séjour des clochards dans la rue, c'est 46 ans. C'est-à-dire qu'ils se prennent une espérance de vie de 35 ans de moins que ce que l'on vit, vous et moi, comme espérance de vie sous nos contrées. Donc il y a quand même un gap très très important. 35 ans de moins d'espérance de vie parce qu'on est dans la rue. Donc attendre, oui. Garder le contact, oui, mais jusqu'où? Parce que parfois on n'a pas trop le temps non plus. Donc il y a des arguments pour attendre, hein, c'est la position éthique, bon d'accord, mais voilà. Et puis il y a la position, bien sûr, des aspects légaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contraindre les gens, sauf pour certaines raisons. Et en psychiatrie, ben, voilà, il y a des raisons qui sont celle de la non-capacité des personnes à accepter des soins en milieu hospitalier. Et là, on a une loi qui est tout à fait cadrante, avec un tiers qui formule une demande, 2 certificats médicaux, un contrôle dans les 24 heures, un contrôle dans les 72 heures, et un passage devant le juge avant 12 jours. Bon. Plus avocat obligatoire. Donc, vous voyez, les internements abusifs, là, pour le coup, maintenant, ça reste... c'est devenu un mythe. Hein. C'est presque plutôt maintenant des externements abusifs qui sont provoqués. Mais en même temps, on peut comprendre hein, qu'une équipe médicale ne puisse pas garder à 1 000 € par jour quelqu'un uniquement pour attendre une EHPAD, une maison relais ou un CHRS dans 6 mois quand il y aura de la place. Voilà, il y a des questions aussi, parce que pendant ce temps, il occupe une place d'un adolescent qui va se suicider, d'une mère qui a tenté d'égorger son bébé ou autre, et tout le monde a besoin d'être traité. Donc voilà, on a des arguments d'attentisme jusqu'à une certaine limite, et voilà, après on peut basculer dans l'autre sens, c'est intervenir hein, de façon... tout à fait enjointe par nos autorités de tutelle. Nettoyez-nous les rues, nous disent certains maires, nettoyez-nous les bois, faites déclencher la cellule d'urgence médico-psychologique parce que franchement ils sont traumatisés. Regardez ce monsieur là, il est à genoux, il est en train de mendier, il bouge pas depuis 4 heures. Forcément il est catatonique, hein. La catatonie c'est un signe de schizophrénie. Donc voilà.
Moi, je dis oui, mais alors, si vous faites ça pour lui, il faut faire ça pour tous les gens qui sont déguisés en statue, etc., qui ne bougent pas. Vous les embarquez aussi. Il n'y a pas de raison. Donc, ça serait assez intéressant d'ailleurs. Voilà, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on ne bouge pas qu'on est forcément psychotique. Bon. Oui, mais vous voyez la représentation de la maladie qu'on peut avoir. Donc, quels sont les arguments pour intervenir? Alors, eh bien, c'est la non-assistance à personne en danger pour nous. C'est-à-dire que si on laisse mourir quelqu'un alors que notre propre intervention aurait évité cette mort, là, on est condamnable. Donc voilà, notre limite, elle est attendre jusqu'où et intervenir, voilà, jusqu'où. Donc on a une marge étroite où on navigue entre les deux, parce que, bien, voilà, la personne peut se mettre en péril, mais pas forcément imminent. Quelqu'un qui arrête, je dis, bon, allez, je me fais une grève de la faim. D'accord, mais on ne va pas l'hospitaliser dans la minute où elle déclare sa grève de la faim. Donc ça veut dire qu'il faut rester en lien avec cette personne jusqu'au moment où il y aura un péril imminent. C'est-à-dire que si elle n'est pas hospitalisée contre son gré, elle risque de mourir. Mais là, si j'embarque quelqu'un qui me dit « je fais la grève de la faim », le juge il me dit « écoutez, de quoi vous vous mêlez? C'est un droit de faire grève, y compris de la faim. Voilà. On reverra dans 50 kilos. » Bon. Donc attention à ce qu'on fait. Il y a, je vous dis, la non-assistance à personne en danger et en même temps le fait de ne pas aller trop vite. Je parlais des Diogènes tout à l'heure. Les Diogènes, c'est comme une tortue. Si vous enlevez la carapace, tout d'un coup, elle va être complètement fragilisée et elle va décéder. Eh bien, c'est pareil. On s'est rendu compte que lorsqu'on voulait carchériser les Diogènes, 1 sur 2, au bout de 6 mois, décédé. Alors c'est assez pratique, parce que dans le turnover, ça va assez vite, mais ça pose des questions éthiques. Bon, voilà, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Donc attention à ce qu'on fait. C'est toute la question de nos pensées bienveillantes qui peuvent être, sinon mal perçues, en tous les cas malveillantes ou non bienfaisantes. Autre exemple, cette dame-là qui sentait très 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 mauvais, voilà, on arrive à la convaincre d'aller dans un centre d'hébergement, de prendre la douche, etc. Voilà. Elle était fraîche et pimpante, maquillée, pomponnée. Bon, on la revoit quelques jours après. Et alors, comment ça se passe? Merci docteur. Voilà. 2 heures après être sortie du centre d'hébergement, je me suis fait violer à nouveau. C'est-à-dire que nous, on a été bienveillants en la nettoyant. Or, c'était une protection. C'était quelque chose qui l'empêchait d'être approché. Bon, voilà, on a été bienveillant et il s'est produit un acte qui a été contraire à son désir à elle. Donc, toujours se poser la question, quand on fait quelque chose, qu'est-ce qu'on va entraîner comme conséquence? Même si ce que l'on pense être bienveillant l'est a priori, ça n'est pas toujours la résultante a posteriori. Il me reste combien? 2 minutes, là? Oui. Donc, l'attentisme peut conduire à la mort, on peut laisser les gens crever dans la rue, mais l'interventionnisme aussi. Donc voilà, on est entre les deux. Donc s'il y a quelque chose à retenir, c'est peut-être notre principe médical, c'est primum non nocere, c'est-à-dire premièrement ne pas nuire. Quand vous voyez quelqu'un qui est devant l'église de Saint-Germain-des-Prés, qui est en train de mendier, et à qui vous dites, écoutez monsieur, ce serait bien d'avoir le RSA, ça serait super, vous auriez 400 € par mois. Il a un sourire banane en me disant, mais attendez, moi, les jours Pentecôte, Pâques, tout ça, je fais 150 € par jour de mendicité. Qu'est-ce que vous avez à me proposer avec vos 400 € par mois? Donc on peut être bienveillant et proposer des prestations bien inférieures à ce qu'ils peuvent avoir eux-mêmes en se débrouillant tout seuls. Donc premièrement, ne pas nuire. Le Conseil de l'ordre, dans les années 2005-2006, avait dit quelque chose. On ne peut pas, dans l'état actuel de nos connaissances, faire prévaloir
de par la position médicale, un bien-être idéal, d'un air de dire monsieur, écoutez, voilà, la bonne santé, c'est de ne pas rester à la rue, donc je vous embarque et vous allez à l'hôpital. Bon, ça, on ne peut pas le faire. Mais il rajoute en fin de paragraphe, mais il y a parfois des cas où il faut savoir transgresser la loi. Et c'est vrai. Il y a des moments où quelqu'un qui vous dit écoutez, moi, c'est pas grave, ma méningite, je m'en débrouille. Non. Voilà, on en revient à la non-assistance à personne en danger. En tout cas, moi, je préfère aller en tôle pour avoir interné quelqu'un contre son gré, plutôt que de l'avoir laissé mourir pour non-assistance à personne en danger. Je me sentirais mieux dans mes quatre murs. Donc, il faut aller voir ces personnes. C'est pour ça que nous aussi, on a mis des équipes mobiles psychiatrie précarité en place dans les années 95 et elles ont fait florès depuis. Vous avez tout un réseau qui fonctionne plutôt pas trop mal en qualité. Maintenant, en quantité, on est forcément débordé, puisque en moyenne, on est 2,5 à 3 par équipe pour des tranches ou des grands arrondissements comme le 20e ou le 13e, où il y a de nombreux SDF, et donc c'est bien insuffisant. Donc on va les rencontrer. Et on va les rencontrer non pas pour leur dire « Monsieur, il faut vous soigner ». C'est ça, c'est la finalité, mais c'est surtout pour rester en lien avec une équipe médicale ou médico-psychosociale. Et de voir, en fin de compte, qui refuse quoi, à qui, comment, pourquoi ce refus. Voilà. C'est de travailler la notion du refus et du consentement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le consentement ou le refus, c'est quelque chose qui peut être parcellisé, qui peut être mis en parcelles, en morceaux. Ça peut être le refus d'une rencontre, ça peut être le refus d'une discussion, ça peut être le refus de reconnaître la souffrance, ça peut être l'acceptation de tout ça, et puis le refus de l'apaisement de la souffrance. Vous comprenez bien, moi, si vous me traitez de ma maladie, moi, je ne peux plus avoir les bénéfices que j'avais avec cette maladie, donc je préfère rester malade. Voilà. Ça peut être le refus des informations, et enfin, ça peut être tout simplement le refus global de tout. Mais voilà, ça se travaille. Je pense qu'une acceptation d'un hébergement ou de soins, c'est au moins 4, 5, 6 entretiens. Mais on ne peut pas dire, écoutez, monsieur, là, excusez-moi, j'ai mon enfant à aller chercher, je vous laisse, alors vous venez à l'hôpital ou pas? Voilà, ça ne se fait pas comme ça. Et on retombe sur la temporalité évoquée par notre première intervenante. Voilà, à la rue, c'est du temps, à la rue, c'est du lien, et c'est une permanence de tout ça. Alors, on est là encore entre deux extrêmes. Il y a des militants passionnés qui ont des certitudes extrêmes. Déjà tout petit, au berceau, ils disaient les SDF tous à l'hosto. Bon, c'est une position, mais c'est une position qui est extrémiste et qui ne résout rien. Parce que d'abord, même s'ils le sont sous contrainte, les juges vont les faire sortir s'il n'y a aucune raison pour les maintenir. Deuxièmement, c'est pas parce qu'ils ont été hospitalisés qu'ils vont rester à l'hôpital toute leur vie. Ils vont bien sortir dans un jour, une semaine, un mois, voilà. Et les choses après l'hôpital. Parce qu'entrer à l'hôpital, c'est pas une finalité, c'est et après. Comment préparer la sortie? Et c'est là d'où l'intérêt de maintenir le lien aussi avec les équipes soignantes. Nos missions, c'est pas d'amener à la porte de l'hôpital, c'est d'accompagner avant, pendant et après l'hôpital. Et l'autre position extrême, c'est la neutralité, tel un Bouddha tranquille, assis avec un sourire aux anges, en train de dire c'est leur choix. Oui, c'est leur choix. C'est pas forcément sûr que ce soit leur choix. Si Cosette n'avait pas rencontré Jean Valjean, elle aurait certainement fini polytoxicomane, prostituée, séropositive sur un trottoir quelconque de Paris. Bon, donc voilà. Alors là, ça renvoie aux tiers aidants, ça renvoie aux tuteurs de liens, ça renvoie aux personnes accompagnantes, etc. Mais
le premier père aidant, c'était quand même Jean Valjean. Voilà. Donc, c'est leur choix, c'est pas évident que ce soit leur choix. Surtout quand on connaît les histoires de ces personnes, souvent très polytraumatisées, polymartyrisées, avec des carences affectives précoces. Ça ne peut que conduire à des difficultés d'entrer en lien, de rester en lien, de maintenir ce lien, et donc forcément ça conduit à certaines formes d'exclusion ou d'expulsion. Donc voilà, si on a quelque chose en commun entre les acteurs de première ligne, les acteurs sociaux et les acteurs sanitaires, c'est très certainement cette notion de tenir le lien quoi qu'il en coûte, ce que j'appelle un lien bas seuil, c'est-à-dire quelle que soit la situation des personnes, quelle que soit leur présentation, rester en lien avec eux. Et dans les moments où ils sont en moins mauvaise forme, travailler l'avenir, c'est-à-dire leur proposer, comme quand on a un cancer, des directives anticipées. C'est-à-dire, ben voilà, monsieur, vous avez un cancer, voilà, est-ce que vous souhaitez un acharnement thérapeutique ou pas? Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça ou ça? Eh bien, pareil avec les SDF. Là, voilà, vous êtes bien là aujourd'hui, bon, mais vous serez peut-être moins bien dans quelques jours ou quelques semaines. Qui fait quoi? Comment? Est-ce que c'est les captifs qui interviennent? Est-ce que c'est l'équipe mobile psy? Est-ce qu'on appelle la police? Est-ce qu'on envisage une hospitalisation sous contrainte? Qui voulez-vous de l'association, par exemple, qui signe la demande? Combien de temps vous voudriez rester à l'hôpital? Accepteriez-vous d'aller à l'hôpital sans contrainte, mais avec une durée limitée? 3 jours, 4 jours, 5 jours, voilà. Et on travaille des directives anticipées avec des programmes de soins et non pas des programmes d'accompagnement à la mort, mais plutôt d'accompagnement à la vie. Voilà, je vous remercie.